Et rebonsoir, donc on s'est quitté il y a quelques minutes pour se retrouver maintenant pour un super plateau, la deuxième partie de la perm. Donc pour cette deuxième partie de la perm, alors c'est la première fois qu'on a un plateau 100% féminin sur parole d'honneur. Sabrina, tu es témoin. C'est vraiment la première fois, je crois. Ouais. Parce que dernière fois qu'il y a eu un débat avec des meufs, c'était il y a 1 an et demi. Ouais. Morgane et moi, on y était. Et c'était présenté par Wissou, par Wissam. Donc, voilà. Donc ça, déjà, c'est cool. Ça, c'est cool. J'espère que ça va bien se passer. Je pense que ça va très bien se passer. Et donc, ce plateau féminin, il se justifie parce qu'on va parler féminisme. On va parler, en fait, de l'actualité de la semaine dernière autour de Aurore Berger. Donc, Aurore Berger, qui est ministre déléguée à l'égalité entre les hommes et les femmes. Qui est intervenu sur Radio J pour menacer, je vais le dire frontalement comme ça, menacer les associations, pour menacer de suppression de subventions les associations féministes qui ne se prononceraient pas sur les actions du Hamas qui auraient été commises le 7 octobre. Donc, elle sait ce qu'elle sous-entend, elle parle des viols, etc. Donc, on va pouvoir revenir un petit peu sur tout ça. Et donc, c'est l'occasion un petit peu de parler, voilà, comment est-ce que les associations féministes reçoivent ces menaces, et aussi comment est-ce que la question palestinienne, la question de ce qui se passe à Gaza, en Israël, travaille le mouvement féministe. Donc, pour discuter de tout ça, on a des invités ce soir que je remercie de leur présence. On a d'abord Agnès. Agnès, tu es militante à Relève Féministe. Oui. Oui. Comment vas-tu ? Ouais. Ouais, ça va. J'ai un beau micro. Est-ce que tu peux peut-être compléter ta présentation Je sais pas. Tu te définis comme militante féministe ? Militante politique, syndicale et féministe, oui. Super. Ok. Merci beaucoup d'être là. Karima, toi, tu es militante à Nous Toutes. Oui, je suis militante à Nous Toutes à la coordination nationale depuis septembre de cette année. Ok. Ouais, 2023. Pardon, ouais. Voilà, militante féministe, également à la Relève Féministe. Ok. Donc, comment dire, la venue à Nous Toutes, c'est pas fait naturellement, elle s'est fait en, comment dire, pardon, c'est parce qu'on est en train de dire. On a des fans dans le chat. N'hésitez pas à réagir au chat. En même temps. Ouais. Oui, pardon, on est en train de lire en même temps, donc désolé pour les rires. N'hésitez pas à réagir au chat, hein, c'est pas. C'est fait pour. Hein. C'est la baisse, c'est vrai. Donc, ça s'est pas fait naturellement, ça s'est fait parce que je pense qu'il y a la place à nous toutes pour lutter contre les racismes et sans hésitation. Donc, il faut le faire, et il faut le montrer et y être, prendre la place. Oui, c'est ça. Nous Toutes, juste je rappelle pour ceux qui connaissent pas les organisations, Nous Toutes, c'est plutôt un mouvement qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et la Relève Féministe, je sais pas si c'est une association ou un mouvement, mais qui s'est... Un collectif, voilà, très bien, merci beaucoup Sabrina. Qui s'est constitué suite à l'affaire Quatennens. Pardon, oui. C'est ça, voilà. Tout à fait. Juste comme ça, pour les gens qui savent pas, comme ça, on est bon. Morgane Merteuil, merci d'être là. Bonsoir. Merci, bonsoir d'être là. Tu es militante féministe. Oui. Oui, je pense que ça te va comme présentation. Ouais, on dit ça, c'est pratique, Ouais. c'est cool. Et tu avais notamment signé, tu étais membre des signataires de la tribune sur Le Média TV. Oui. Avec Sabrina aussi. Oui. On va et pouvoir, avec Mirabel, on pourra peut-être revenir sur cette tribune-là aussi, qui était par rapport spécifiquement à ce qui se passe à Gaza, et en réaction à la tribune qui dénonçait les actions du 7 octobre comme un féminicide de masse. Ouais, je pense voilà. Donc ça, on va peut-être aussi pouvoir en rediscuter. Et Mirabel, tu es militante décoloniale. Ouais, et associative aussi. Et associative. Magnifique, super. Donc, comme j'ai dit, tu as participé aussi à la tribune. Donc, pour commencer, j'aimerais qu'on vous fasse réagir sur ces menaces de suppression de subventions de la part de Aurore Berger. Donc, voilà, elle a intervenu sur Radio J. Déjà, Radio J, voilà, c'est très radio, pas du tout orienté politiquement. Donc, voilà, là, le discours du gouvernement, c'est vraiment d'imposer, à mon avis, d'imposer un peu le récit qui est le récit un petit peu israélien, hein, on va pas mentir, sur l'utilisation du féminisme, qui est de dire, voilà, le 7 octobre, c'est aussi une attaque contre les femmes juives, c'est un féminicide de masse, il y a eu des viols, etc., etc., dont je rappelle que certaines de ces informations n'ont pas été prouvées, hein, notamment sur les viols, etc., et je crois que c'est ce que vous disiez aussi dans votre contre-tribune, et c'est pour attaquer, en fait, ce féminisme-là qui est sympathisant de la cause palestinienne,
au final. Voilà. Comment est-ce que vous réagissez et comment est-ce qu'il faut se défendre en fait de ces accusations-là? Qui veut commencer? Bon. Agnès, peut-être? Allez, vas-y. Non, je pense que c'est la suite logique de toutes les répressions qu'on subit depuis 2016, mais très fortement depuis l'année dernière, pendant le mouvement social des retraites, où les militants ont déjà été extrêmement criminalisés, avec des gardes à vue, avec une violence policière inouïe. Et du coup, là, il y a eu... alors c'était déjà hyper tendu. On a vu les violences contre les jeunes après la mort de Naël, les attaques, les missiles, etc. Et hop, ça allait déjà pas, quoi. Le pouvoir, là, ça allait déjà pas. Il était déjà très ébranlé. Et il y a eu le 7 octobre. Donc là, le 7 octobre, il fallait serrer les rangs, faire l'union nationale derrière le soutien inconditionnel à Israël. Et tous ceux qui, à partir du 7 octobre, ne sont pas rentrés dans l'union nationale, ils ont été complètement criminalisés. Donc c'était le cas à la France Insoumise au début, et aussi au NPA, aussi Révolution Permanente. Et ensuite, comme il y a eu un petit virage féministe, les féministes ont commencé à soutenir, enfin pas féministes, mais il y a eu la manif du 25 novembre où on a mis la Palestine dans la rue. Alors, on est devenu persona non grata, dangereuse, on ne reconnaissait pas les féminicides de masse ou je ne sais pas quoi. Il fallait absolument que les féministes s'expriment sur ce sujet. C'était devenu le sujet vraiment majeur des féministes. Qu'est-ce qu'elles pensent de ce qui se passe là-bas. Donc la réponse, elle a été, vous sortez de l'arc républicain. De ça. Sabrina? Ouais, il y a pas mal de gens qui ont été quand même assez surpris, même choqués des propos d'Aurore Berger, et qui se sont demandé si c'était un coup de com' ou si ce serait vraiment des menaces qui seraient mises à exécution. Alors je pense que coup de com' ou pas coup de com', c'est quand même un message politique qui est envoyé dans un contexte, alors un contexte de répressif global, mais aussi un contexte quand même de répression depuis des années des luttes en soutien à la Palestine. Et tu as rappelé depuis le 7 octobre toute l'offensive qu'il y a envers les luttes de soutien à la Palestine. Et que là, le féminisme devient un levier de plus, en fait, pour réprimer tous ceux qui ne sont pas sur la ligne Israël. D'autant plus que, si vous les avez écoutés, les propos d'Aurore Berger sont assez flous. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop, elle nomme pas d'association, elle donne pas d'exemple, elle donne pas de référence, on ne sait pas trop vraiment de qui elle parle. Et puis surtout, elle dit, parce que j'ai bien là du coup sa phrase en tête, elle dit « Je refuse que l'État finance des associations qui ne sauraient caractériser ce qui s'est passé, en parlant du 7 octobre. Mais qu'est-ce que ça veut dire caractériser ? Est-ce que si on a parlé de crimes sexistes mais qu'on n'a pas parlé de féminicide, est-ce que c'est bon, ça passe ? Est-ce que si on a parlé de terrorisme mais qu'on n'a pas parlé de féminicide, est-ce que là oui, on aura quand même son petit billet ? Voilà, c'est vraiment pas clair là de la part d'Aurore Berger, et je pense que c'est à dessein parce que toutes ces menaces répressives, elles ont pour but d'intimider, comme tu le disais, de mater en fait tous ceux qui sont pas sur la ligne de la Macronie en ce qui concerne la Palestine. Et oui, certainement, enfin moi c'est comme ça que je le vois, si on doit décoder la Macronie, je pense que s'il y a des leviers qui sont levés avec des vraies sanctions, ce sera sur l'angle de la qualification de terrorisme. Parce que ça va dans le même sens que toutes les autres formes de répression des luttes pour la Palestine, c'est-à-dire vous n'avez pas qualifié, vous n'avez pas caractérisé de terroristes ces attaques-là le 7 octobre, alors à partir de ce moment-là, vous sortez, comme tu disais, de l'arc républicain, vous êtes antisémite, vous êtes voilà, tout ce qu'on sait. Voilà. Peut-être, mesdames, une petite réaction. Je crois qu'il faut aussi voir que ça s'inscrit dans une répression à l'égard du mouvement féministe. Il y a Antoine Léaumont qui nous a raid, c'est ça? Merci à Antoine Léaumont qui nous a raid. Merci Léo. De la France Insoumise. Qui nous a envoyé ses viewers. Qui a été en live et qui a envoyé ses viewers. Ok, super. Donc il y a plein de nouvelles personnes. Il l'a déjà fait. Oui, il l'a déjà fait. Et pour ceux qui arrivent, bienvenue à ceux qui arrivent. On parle de l'offensive de Aurore Berger et du gouvernement Macron contre les associations féministes qui soutiennent la cause palestinienne. Faut voir aussi, je pense, comment ça s'inscrit dans une plus longue histoire du rapport du pouvoir au féminisme et
et à l'islamophobie, parce que de même qu'on a fait le tri entre les bonnes féministes qui sont contre le voile et celles qui sont les suppôts des islamistes, etc., de même sur la baya, etc., là ça s'inscrit aussi dans cette généalogie où on redessine d'un côté les bonnes féministes favorables au fémonationalisme, à l'islamophobie, et donc ils vont reprendre toute la rhétorique néocoloniale, raciste, sur les musulmans et donc sur la Palestine, le Hamas, etc. Et donc qui sert à opérer un tri, où on reviendra peut-être aussi après sur comment aussi ça a des conséquences sur le mouvement social plus large, avec une convergence dans la chasse à ceux qui n'ont pas le bon discours sur la question, avec une certaine convergence, hein, en fait, finalement, de Aurore Berger à, comment ils s'appellent, là, les Golem et les autres, là... les JJR, etc., tout un nombre de groupes qui servent absolument à vouloir prouver qu'il y a de l'antisémitisme à gauche chez les insoumis, et donc maintenant chez les féministes, si elles disent pas que c'est un féminicide, là où en fait, évidemment, ce qu'il faut répondre, c'est que parler de... Peut-être faut commencer par là aussi, hein, c'est que revenir peut-être c'est nécessaire sur le fait que parler effectivement de féminicide pour qualifier le 7 octobre, c'est un non-sens. Ça vise explicitement à reprendre le narratif israélien, à justifier ce qui sera ensuite qualifié de riposte israélienne qui prend la forme d'un génocide actuellement. Et donc il faut refuser ce narratif. C'était l'objet de la tribune qu'on a publiée en réponse, donc dès la première tribune. Donc je reviens un peu dessus parce que c'était intéressant quand même. Il y a une première tribune quelques jours après le 7 octobre, qui demandait la qualification de l'action du Hamas comme féminicide. C'est une tribune qui était signée par des féministes... Anne Hidalgo, je crois. Anne Hidalgo, et puis par deux signataires qui se présentaient comme des anciens ambassadeurs d'Israël. Donc c'était quand même pas anodin, les signataires. La tribune disait: cette tribune n'est pas politique, elle est exclusivement féministe. Oui. Comme les bon, guerrières, avec les ambassadeurs d'Israël qui signent, c'était quand même la belle blague. comme les guerrières de la paix, les manifestations non, mais sans drapeau. voilà, c'est ça, quoi. Et donc je pense que voilà, il y avait un enjeu très tôt à refuser ce narratif. Bon, en l'occurrence, les signataires de cette tribune, c'était des gens un peu comme moi, on n'est pas très financés par l'État, donc c'était pas très dangereux. Mais un certain nombre de signataires, par exemple, de cette tribune, ont pu subir des répressions dans leur sphère professionnelle, hein. Il y a des personnes qui ont été désinvitées d'événements, d'autres qui ont reçu des messages de collègues qui voulaient couper les ponts avec elles, etc., dans les milieux culturels, etc. Il y a déjà eu une répression un petit peu diffuse suite à cette tribune, par exemple. Après, il y a eu, on reviendra dessus, la période qui va jusqu'au 25 novembre avec justement les remous un petit peu dans les milieux féministes dont justement les camarades présentes pourront parler. Et puis bon, voilà, ça s'inscrit aussi plus généralement dans une répression contre le mouvement social, comme tu le disais. Mais voilà, ce qu'il a à noter, c'est peut-être aussi que le 25 novembre, justement, dans les personnes qui ont été demandées des comptes à la manifestation sur cette histoire des féminicides, il y avait aussi... c'était quoi? C'était Golem, les JJR? C'était quelle organisation c'était la LDJ direct? Nous vivrons avec le service d'ordre. Nous, on s'est dit que c'était la LDJ ou le Bétard. Okay. Mais visiblement, ça s'appelle Service de protection juive, dont je n'avais jamais entendu parler. Donc voilà, un groupe qui est intervenu, qui a voulu faire un genre de happening sur la manifestation pour dire... et les féminicides, etc. Et aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que ça s'inscrit dans une campagne internationale qui est à l'initiative d'Israël, où dès la semaine, les semaines qui ont suivi le 7 octobre, Israël, par exemple, a sorti un clip absolument odieux, où tu voyais des femmes aller genre au bureau de l'ONU et dire j'ai été violée, et donc là, les responsables de l'ONU disaient oh, machin, ma pauvre et tout, je te crois, et puis ils disaient je suis israélienne, et là, tout de suite, genre les gens de l'ONU, je ne te crois plus, virez-les, nanana, parce que du coup, toute la rhétorique d'Israël est de dire que les féministes à l'international, sous l'égide de l'ONU, ne veulent pas croire je te crois, sauf pour les Israéliennes, pour les qui juifs. auraient tout... du coup, elles disent pour les juifs, évidemment. Et donc voilà, il faut aussi voir comment cette menace d'Aurore Berger, elle s'inscrit aussi dans une entreprise qui est menée au niveau international par les organes de communication d'Israël, quoi. J'ai beaucoup parlé, mais...
Mirabel, tu veux peut-être... Non, après, moi, je voulais dire que, effectivement, il y a une logique aussi à créer ce flou permanent des termes qui veulent plus dire grand-chose, on ne sait plus bien où on les situe. Enfin, c'était par rapport à ce que disait Sabrina, qui est adossé pour le coup à un arsenal législatif maintenant avec la loi séparatisme qui permet de proférer ce genre de menaces et potentiellement d'aller au bout de ces menaces aussi. À l'encontre d'une organisation sur des motifs qui n'ont même plus besoin d'être étayés puisqu'on peut faire une accusation suffisamment vague pour que ça fonctionne en fait. Voilà, donc il y a aussi tout ce contexte français où en gros on a déjà préparé le terrain à cette suite-là pour cadenasser effectivement le discours et un peu dans la continuité de ce que disait Morgane, c'est que moi j'ai l'impression que c'est là ce qui se passe, c'est réactualiser le débat pour mieux entériner le mensonge de départ. C'est-à-dire que là, clairement, il y a une nouvelle attaque qui est faite, qui est aussitôt relayée par un dossier dans Libération à l'encontre de nous toutes, qui expose sur la place publique des dissensions internes, mais qui est clairement à charge contre une nouvelle version de nous toutes aussi, qui s'empare de questions de manière plus complexe sur comment on croise la question du racisme, du sexisme, enfin voilà, et puis aussi des enjeux capitalistes en fait de cette lutte, quoi, de comment on pense le patriarcat dans ce contexte global. Et là, il y a vraiment c'est assez marrant de voir comment le pouvoir politique lance un tweet comme ça. Derrière, il y a l'offensive médiatique qui se met en branle avec un dossier à charge. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir ce déroulé-là des faits et qui, moi, m'a interpellée. Alors moins dans le fait d'expliciter des débats en interne qui, en fait, sont de l'ordre de la discussion politique et que ça devrait pouvoir avoir lieu sans que ça devienne un critère de criminalisation d'une organisation ou d'un mouvement. Mais qui, moi, je l'ai lu plutôt, ce dossier-là, enfin, si on en parle après, on y reviendra peut-être, mais comme une manière de, surtout, réitérer ce mensonge initial de féminicide. Alors que, en fait, partout ce qui monte, c'est que les quelques témoignages qui auraient surgi à la surface sur ces soi-disant féminicides, en fait, n'en sont pas. Enfin, on ne sait pas bien qui c'est. Qu'il y a de nouveau cette ONG israélienne, Zaka, qui est la même qui a inventé l'histoire des bébés décapités, de la femme éventrée, enfin voilà. Les bébés décapités, ça a vraiment été démenti, hein, même encore récemment dans Complément d'enquête. Excuse-moi Mirabel, mais féminicide, du coup, dans ce contexte, ça veut dire quoi? Parce que ils féminicide de masse, les mots, à la limite, hein. je peux comprendre, mais de façon conceptuelle, ce que ça veut dire. Ça veut dire tuer volontairement des femmes parce qu'elles sont des femmes, mais une femme qui se fait tuer, tu vas appeler ça un féminicide? Non, est-ce qu'ils appelleraient ça un féminicide? Je comprends pas ce mot en fait. Alors moi je pense que ils savent très bien que là ils touchent à un point faible. C'est-à-dire en termes de, toucher à cette question-là qui est certes une question qui a été renouvelée dans le débat public en Occident en tout cas. Je veux dire qui a été un angle d'attaque du renouvellement du mouvement féministe. C'est aller toucher à l'endroit où tout d'un coup, tout le monde va être tétanisé. Puisque si on parle de féminicide, puisque aujourd'hui, il y a aussi une opération de réification de la question de l'antisexisme ou du féminisme par l'État sur la question uniquement des violences sexistes et sexuelles, on voit bien que là, tout d'un coup, on peut tenir en étau, en fait, la possibilité d'un débat politique en disant « Ah mais quoi, alors celle-là, vous n'êtes pas prête à les dénoncer, quoi ». Et peu importe qu'on mente ou pas. Voilà. Donc là, il y a une question de subtilité et d'idéologie mensongère, mais qui fonctionne à plein en ce moment. Et nous, on l'a vu quand on a soumis la tribune qui se refusait, qui déclarait, qui dénonçait une opération d'endoctrinement idéologique à des fins de propagande militaire. Eh bien, on a effectivement des gens qu'on a contactés qui ont refusé de signer cette tribune parce qu'elle ne prenait pas la peine de dire « Ah, mais il faut quand même condamner ces exactions, les penser dans leur singularité et tout ça. » Et nous, on disait « Mais en fait, c'est quoi les preuves ?» Enfin, je veux dire, de commencer à les dénoncer sur la base de rien, c'est rentrer dans le jeu du précédent dont on ne se lave jamais complètement, en fait. C'est ce qui est difficile dans les guerres en général, c'est qu'il y a beaucoup de propagande.
Donc, il y a la propagande de l'État israélien. Et puis même, on pourrait même dire qu'il y a de la propagande du Hamas, hein, si vous voulez, à chaque fois. Enfin, on est face à des discours qui s'opposent, etc. Et où, effectivement, on manque de faits, on manque de temps long, on manque le temps d'évaluer, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, de faire des rapports, des études, etc. Et donc, forcément, on est soumis à un rapport de pouvoir de qui impose le discours qui sera repris de façon mainstream. Et évidemment qu'en Occident, on reprend le discours israélien. En fait, c'est ça qui est en jeu. Je pense qu'au-delà des faits, et sur la tribune, je crois qu'on ne se prononçait pas sur ce qui s'est passé ou pas, parce qu'on ne le sait pas. On sait juste que Israël a menti sur plein de choses. Pourquoi pas là-dessus? Il n'y a pas de preuve de ce qu'affirme Israël, il n'y a pas de preuve du contraire non plus, hein. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, le narratif du féminicide, en voulant réduire cette question, enfin, c'est la même chose, hein, que de dire c'est un féminicide ou c'était un meurtre antisémite, ça les visait, non parce que des femmes, non parce que c'était des femmes, non parce que c'était des juifs, mais ça les visait parce que c'était sur des territoires colonisés. Et c'était une action anticoloniale. Alors après, il peut y avoir plein de débats que c'est pas à nous de mener sur la légitimité des civils, etc. Mais en tout cas, ce narratif qui vise à faire du 7 octobre une action soit motivée par l'antisémitisme, soit par la haine des femmes, ce narratif ne convient pas et ce narratif sert juste à alimenter la propagande de guerre qui sert à justifier ensuite la guerre menée par Israël. Et nous, je pense que voilà, notre rôle en tant que féministe, c'était de s'opposer à cette rhétorique de guerre et donc de s'opposer au narratif qui justifiait cette rhétorique de guerre. C'est ça, oui, ça omet toute la dimension historique, géopolitique. Oui, et puis cette propagande, elle vise à nous convaincre, nous, Européens, blancs, français, que Israël, c'est l'avant-garde qui lutte contre l'intégrisme, l'islamisme, les idées arriérées de ces Palestiniens qui sont là-bas, et que Israël lutte aussi pour nous, pour notre propre liberté. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait pas mal de féministes qui reprenaient à leur compte le choc des civilisations, des féministes qui reprenaient à leur compte cette propagande israélienne sans distance, sans critique. Et d'ailleurs, Karima, t'as pas encore parlé, donc non, mais j'avais lu le communiqué que Nous Toutes, donc Nous Toutes, c'est comme une grande organisation féministe, hein, en tout cas qui recueille beaucoup de sympathisants et d'adhérents. Et après la manif du 25 novembre, vous avez fait un communiqué. Nous Toutes a fait un communiqué. Et que moi, j'ai trouvé très ambigu. Parce que d'un côté, vous dénoncez, ça j'ai bien aimé, l'instrumentalisation du féminisme et la façon dont vous avez subi des pressions, vous avez été attaqué pour parler du 7 octobre. Et en même temps, vous dites, et ça je m'en souviens très bien, vous dites que vous condamnez les féminicides, que vous condamnez les viols et les crimes qui ont été commis, et que vous dénoncez le fait que c'est écrit comme ça, que les femmes, les LGBTQIA+, et les enfants ont été particulièrement visés. Hein, c'est ce qui est écrit, particulièrement visés. Et moi, quand je vois une organisation féministe qui écrit ça, je me pose une question. Je me dis, sur quoi une organisation française se base pour dire que ce jour-là, des gays, des trans et des femmes ont été particulièrement visés. Hein, pour moi, c'est problématique et c'est vraiment dommageable parce que c'est justement avec tout ce cheval de Troie, comme ça, des idées progressistes qui seraient des raisons d'aller comme ça coloniser ou d'aller même génocider, que aujourd'hui des gens se taisent devant un génocide, se taisent devant une colonisation. Alors peut-être que justement cette prise de position a posé débat chez vous aussi, j'imagine. Hein, j'imagine qu'on n'écrit pas ça comme ça. Hein, mais c'est intéressant, justement, je voulais avoir ton avis aussi là-dessus et sur cette question de dénoncer vraiment ces crimes comme étant des féminicides. Je vais peut-être compléter ta question. Comment est-ce que vous faites? En fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est que Nous Toutes, en fait, ça va représenter les évolutions du mouvement féministe des 20 dernières années, même peut-être plus, et donc qui est fait de tensions, et on observe l'évolution d'un féminisme antiraciste,
mais en même temps, je pense d'un féminisme peut-être un peu plus progressiste, peut-être un petit peu plus blanc. Et c'est ça qui est intéressant. Je pense que c'est un mouvement qui se veut assez large au final et qui part d'une cause, c'est-à-dire la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, mais en même temps qui ne peut pas ignorer tout le reste et qui est amené à se positionner sur tout le reste. Et c'est là où ça devient compliqué en politique pour les organisations, pour les mouvements, surtout quand ils sont larges. Donc comment est-ce que vous faites, vous comment est-ce que vous avez fait justement dans l'après 7 octobre? Comment est-ce que vous réagissez? En plus, j'imagine peut-être un peu à chaud. Je ne sais pas si avant vous étiez déjà peut-être positionné clairement, on fait ça, on dit ça, etc. Voilà, comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Alors, je ne peux pas parler d'avant le mois de septembre, puisque je suis à la coordination nationale depuis septembre. Ce qui est sûr, c'est que je ne serais jamais entrée à la coordination nationale si je n'avais pas le sentiment que nous toutes étions complètement intersectionnel et que le combat sur les VSS, qui est le cœur de lutte quand même, pouvait s'élargir et devait s'élargir et prendre en compte l'ensemble des luttes qui nous concernent toutes. Sur la question de l'après 25 novembre, je pense qu'il faudrait d'abord revenir à fin mois d'octobre où nous toutes décident de faire un poste et demandent un cessez-le-feu. Donc je pense que les tensions au sein des mouvements féministes et les reproches qui ont été faits à nous toutes par les personnes qui ne sont pas d'accord sur le fait que ne serait-ce que demander un cessez-le-feu, c'est déjà être politique, alors que c'est totalement logique et humaniste. Si c'est pas féministe, c'est au moins humaniste. Et bien entendu, on dénonçait dans ce premier poste qui a eu lieu fin octobre. On a pris le temps. Pourquoi tant de temps? Parce que justement, cette construction-là est longue. Se rendre compte qu'un mouvement comme nous toutes, qui englobe vraiment largement... Plein de tendances, en fait. Plein de tendances, et qui veut rester quand même à la portée de tout le monde. Ça ne veut pas dire faire quelque chose de lisse. Ça ne veut plus dire faire quelque chose de lisse. Et donc, on s'est positionné sur ce poste-là. On a parlé de cessez-le-feu. On a parlé du viol comme arme de guerre. On a condamné les actes terroristes, etc., etc. Même ça, ce n'était pas suffisant, en fait. Il fallait explicitement condamner les viols du 7 octobre. On a bien entendu, au sein de nous toutes, tout type de personnes qui disent « oui, il faut condamner ». Mais à partir de quand, en fait, on doit s'arrêter de condamner? On le fait une fois, à chaque introduction de phrase, à chaque... Donc c'était là, notre discours. C'était à quel moment on considère, à quel moment on arrête ce jeu d'équilibre? Moi, c'était ma question au sein de nous toutes. Et franchement, ça a fait consensus, en fait. Ensuite, il y a eu l'interorga. L'interorga, c'était autre chose. C'était nous toutes qui a initié la réunion de plusieurs collectifs totalement différents. Là, tu veux dire pour la marche du 25, c'est ça? Pour la marche du 25. Ouais. Totalement différents, mais vraiment... je ne sais plus les noms. Si, je sais. Du Pain et des Roses, l'AG Féministe Paris Banlieue. Donc, partie un petit peu du CNDF, de la CGT, de Solidaire, etc., etc. Mais ça, c'était à la demande des comités locaux de nous toutes. Nous toutes ne réagissent pas seules. Nous toutes, ce n'est pas une personne, ce n'est pas moi. Nous toutes, c'est vraiment l'ensemble des collectifs. Et donc, l'ensemble des collectifs, au mois de juillet, ont décidé que l'idéal serait de fonctionner en interorga sur le 25 novembre et sur la préparation de la manif. Ça n'a pas été évident, mais on a réussi à faire un appel, à savoir que l'appel a été fait avant le 7 octobre. Donc, quand on nous a reproché après, derrière, avec la relève féministe, oui, mais vous n'avez pas mis le mot antisémite. Oui, mais on a parlé des racismes. Et donc, si on met antisémite, donc on va mettre islamophobe, homophobe. C'est jamais assez. Bah, voilà. C'est ce qu'on retrouve partout, en fait. Hein. Donc, et ça, c'était dans l'interorga, hein, c'était pas chez nous toutes. J'ai dit oui, mais donc nous, on se disait, mais c'était déjà, l'appel a été fait avant le 7 octobre. On a dit qu'on rajoutait rien, donc on rajoute rien. Par contre, quand on a balancé l'appel chez Mediapart, on a fait on a corrigé. On a ajouté un chapeau sur Mediapart, expliquant que... voilà. Après, sur la question de le communiqué de presse, était-il suffisant? En toute sincérité, je suis un peu éreintée du fait que les attaques viennent de partout, soient trop molles, pas assez fortes, etc. Je pense que le mouvement Nous Toutes avance, profondément intersectionnel, lutte antiraciste. Le dernier post qu'on a fait, il est profondément sur la question de l'antiracisme. Et donc, tout ce qui concerne, et bien entendu qu'on dénonce le génocide
en cours. L'apartheid également. Là, il n'est pas question de dire autre chose ou de transiger sur ça. Là-dessus, c'est clair. Mais attends, Je parle d'apartheid, je suis la coordination là ce soir, moi je parle de ça. Voilà. Mais à côté, mais à côté de ça, parmi mes camarades qui sont à nous toutes, bien entendu, franchement, et je le dis en toute sincérité, il n'est pas question d'être lisse et de dire tout et n'importe quoi. Après, pour en revenir à Madame Aurore Berger, elle a parlé de propos ambigus. De quelle ambiguïté on parle? Je crois qu'il y avait, est-ce que tu as parlé du pain et des roses, et je crois que du pain et des roses avait déjà été cité dans un article. Donc du pain et des roses, c'est une organisation féministe issue du parti Révolution Permanente, c'est la branche féministe de Révolution Permanente, qui pour le coup a une position très carrée sur la Palestine, et je sais qu'elles ont déjà été visées par d'autres composantes du mouvement social, du mouvement féministe, pour évidemment antisémitisme, parce que, comme toujours, avec le reproche de cibler que sur Israël, c'est antisémite, etc. Donc voilà, il y a des... Je pense qu'il y a quand même certaines composantes qui sont identifiées. Les composantes notamment du mouvement féministe qui sont identifiées comme étant les plus ceux à l'extrême gauche, comme étant dans une dynamique assez similaire à ce qui s'est fait contre la France insoumise, avec une volonté à la fin de corbinisation des tendances les plus proches de l'antiracisme politique, les plus perméables aux idées décoloniales et les plus rigoureuses sur ces questions-là, sont accusées d'antisémitisme dans le but de les diaboliser et de les rendre non fréquentables, quoi. Et il y a un truc comme ça qui se joue voilà, aujourd'hui sur une partie du mouvement féministe. Alors, c'est une chance, je pense. C'est souvent ces organisations qui, du coup, sont les moins financées aussi par l'État. Donc, les menaces d'Aurore Berger sur ce coup-là, on peut s'attendre à ce que, finalement, il n'y a pas tant d'assauts définancés que ça. Par contre, je veux dire, du pain et des roses, c'est pas financé par l'État, par exemple, quoi. Par contre, ça met effectivement, nous toutes non plus, donc ça met quand même, mais ça met une épée de Damoclès qui nous rappelle aussi ce qui est en jeu avec les lois contre le... On en parlait tout à l'heure. Ce que ça génère, en fait, ce genre d'idéologie, ou en tout cas d'envie d'Aurore Berger, c'est de dire à nous toutes, rentrez dans les rangs. Retournez à vos VSS et à vos petites histoires. Il y a quelqu'un qui disait que je n'avais pas répondu à la question sur les LGBT. Ce qu'on sait, c'est que l'État d'Israël utilise le fait, leur démocratie, voilà, exactement, le pinkwashing, pour dire, attention, nous, on est les gentils, et nous, on défend les homosexuels. On défend exactement. Ouais. Et quand il y a eu la manif, le 25 novembre, il y a eu ce collectif qui avait pour slogan, si c'était le Hamas, LGBT, vous serez tués, quelque chose comme ça, je me souviens pas. Et donc, bien entendu qu'on dénonce aussi ce type d'amalgame et ce type de propos. Bien entendu qu'on sait que l'instrumentalisation des luttes LGBT a été prise par l'État d'Israël, comme aujourd'hui, le gouvernement instrumentalise les luttes féministes et utilise nos discours profondément antiracistes et qui prennent... En plus, nous toutes prenons position, en réalité, soyons clairs, sur rien en réalité. Mais vraiment, où sont les propos ambigus? On dit juste un état de fait, un cessez-le-feu. Voilà. Il est où sur ça, je vais peut-être, la problématique? Agnès, te faire réagir, parce que Relais Féministe, vous avez écrit un communiqué aussi, et vous dites quelque chose d'assez intéressant, au reproche qu'on vous fait de ne pas dénoncer les féminicides de masse, etc. Vous dites, oui, mais combien de féministes ont dénoncé le génocide à Gaza? Est-ce que tu peux réagir avant de réagir ça, ouais. Je vais répondre sur le communiqué qui a été fait après la manif. Parce qu'on l'a rédigé à plusieurs, et ça n'a pas été que nous toutes. On l'a rédigé à plusieurs, notamment les membres du service d'ordre. Et donc, il faut savoir que même dans les grosses orgas, ça tire, en fait. Ça tire, ça se fight. Et donc, c'était un peu... je reviens juste sur les tensions, parce qu'il faut être honnête. C'est intéressant de les comprendre. Là. Les tensions, c'était
j'en parlais dehors tout à l'heure, c'était en gros, il faut pas passer pour des antisémites. Moi, je suis très à l'aise sur le sujet, je suis juive, il n'y a pas de problème. Et c'est ce que je disais à Mirabel dehors. En fait, il fallait virer les fachos de notre manif. C'est tout. Donc, on n'avait pas à s'excuser. Sauf que derrière, les gens qui étaient avec nous dans la rédaction de ce communiqué, ils avaient des pétoches, mais c'était du délire, quoi. Et on leur disait, non, on a les photos. Les mecs étaient cagoulés, masqués, ils venaient pour en découdre. La veille, on avait eu des menaces. On a failli annuler la manif. Les SO ont dû rappeler des forces parce qu'on nous avait dit, vous allez être attaqués soit par Némésis, soit par la LDJ, il faut annuler, c'est trop dangereux, le ministère, machin et tout. Bon, bah voilà, nous, on a ces gens qui arrivent à la manif, on se dit, bah c'est juste, ils ont été virés comme on aurait viré des fachos de n'importe quelle manif. Mais ça, quand on le disait dans l'interorga plus les autres, plus CNDF, pour être le plus clair possible, parce que moi je m'en fous, en fait, c'était, on peut pas vraiment dire ça, c'est quand même des femmes juives. Non, parce que on n'aurait jamais laissé des femmes juives se faire virer d'une manif parce qu'elles sont juives. Vous dites non à ce chantage-là, quoi. Mais bien sûr, Ouais. parce que nous, on va pas laisser des femmes juives, arabes, musulmanes, noires, chinoises, peu importe, se faire virer de nos manifs. Nous, on fait pas des manifs de fachos, en fait. Donc, on a viré des fachos de la manif. Et ce truc a été monté, et on est devenus toutes antisémites. Toutes. Même moi. Bah, c'est pour ça que voilà. vous avez dû voir l'article de Libération sur justement sur ces tensions-là, nous toutes, etc. Bah Bon. oui, on est dedans. Ouais, voilà. Bon. Ouais. Moi, déjà, il m'a pas trop plu le ton abordé dans l'article. On sent l'avis de la journaliste derrière. Et comme tu dis, qui met en avant. Voilà, si on lit l'article, qu'est-ce qu'on retient? On retient qu'il y a des tensions parce que d'un côté. Enfin, le discours qu'elle le soutient, c'est ceux qui disent oui, non mais voilà, vous faites pas attention à l'antisémitisme à gauche, vous faites pas attention aux femmes juives, c'est-à-dire quand on est une femme juive, on n'a pas notre place dans ces événements, dans ces manifestations-là. Enfin voilà quoi, je sens ce ton en fait dans tout l'article qui révèle en même temps ces positions qui existent. Oui, mais alors ces gens sont pas avec nous dans les luttes. Moi, je suis désolée, hein, parce que nous qui militons ensemble avec nos camarades depuis pas le 7 octobre, mais bien avant, dans le mouvement social, dans les grèves, dans les manifs, dans les blocages, et ben en fait, on se pose pas ce genre de questions en fait. On a une vision politique des choses, on milite quoi, et on se dit pas à toi tu penses ça parce que on n'essentialise personne. Et moi, je n'accepte pas qu'on dise ça. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont été dans la difficulté d'exprimer des choses, c'est possible. Moi-même, je l'ai été, d'exprimer des choses parce que j'étais bloquée, machin. Ça peut arriver, mais de dire on silencie les femmes juives, ok. Donc, il y aurait un racisme, un antisémitisme systémique. Je trouve que c'est un petit peu exagéré, pour le coup. Oui. Et en revanche, on sait qu'il y a un racisme d'État contre les islamophobes, racistes, anti-noirs, etc. Que ça, c'est réel pour trouver du travail, pour se loger, pour ne pas se faire frapper dessus par la police. Ça, on sait que ça existe. De mettre d'un coup, là, les femmes juives, elles peuvent pas s'exprimer. Bon, ben, moi, franchement, je peux m'exprimer. Il n'y a aucun moment, personnellement, et en tant que femme juive, en tant que... Maintenant, il faut le dire, mais jamais on m'a dit, tais-toi, tu dis ça parce que t'es juive ou tu peux pas. On m'a dit à moi, toi qui es une femme juive, tu ne reconnais pas les féminicides Bah non. C'était eux qui font ce lien-là. Mais moi, c'est des gens non juifs qui m'ont dit à moi que je savais pas militer contre l'antisémitisme. Oui, bien sûr. Mais on est où en fait? À quel moment on nous dit à tous, on nous renvoie chacun à nos identités là, alors qu'on n'a jamais milité. Enfin, moi, j'ai jamais été dans des trucs identitaires. Je trouve ça dingue. Et là, on nous renvoie à ça. Et maintenant, donc, pendant l'interorga, à chaque fois, c'était... Tu peux dire toi, les copines, les camarades me disaient, tu peux dire ça, toi, parce que si c'est toi qui le dis, ça va passer. Waouh, la légitimité que j'avais prise. Mirabel, tu voulais réagir? Non, mais je voulais réagir parce que ce dossier de Libé, là, il révèle surtout, une fois de plus, l'inconscient occidental. C'est-à-dire que, moi, je trouve que c'est super intéressant comme enquête ce qu'ils ont fait, et tu as raison de souligner le ton de la journaliste. Le ton adopté est très intéressant. Parce que, en fait, donc, on part de l'idée qu'il y aurait peut-être, comme ça, une tendance à des formes d'antisémitisme larvé dans cette organisation féministe. Et la conclusion de l'article, c'est que ça arrive parce que, en fait,
celles qui auraient pris le dessus seraient les intersectionnelles, donc C'est en fait ça. les racisés du mouvement. Donc on renoue avec l'imaginaire de ce nouvel antisémitisme des quartiers, en fait. Enfin, il y a tout ça qui sous-tend l'article. Et enfin voilà, donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il y avait ce mensonge initial. Moi, ce que j'ai noté dans cet article, mais c'est vraiment juste une phrase à un moment, c'est qu'il y a une des militantes qui se voit reprocher par d'autres le fait qu'elle aurait reposté quelque chose de tabouaf Oui. alors qu'il est accusé. Alors, c'est vrai qu'il y Et a en des fait- passages vraiment Mais non, très, et surtout, ce qui est génial, c'est qu'on Ouais, se dit, ouais, mais ouais. des Je donne envie de le journalistes, lire, hein. non, mais Ah ouais, faut le lire, hein. Ah des ouais, ouais. journalistes qui mettent ça sciemment, alors que le ça gars, il Traoré a aussi. quand même été, enfin, pour le coup, la FI a retiré, enfin, c'est un peu retiré. Finalement, il n'a jamais su de quoi il était accusé. Les témoignages sont. Et donc, en fait, je trouvais ça intéressant parce que finalement, sur le mécanisme de construction de cette idée d'un féminicide du 7 octobre, on le met en parallèle avec cette potentielle agression sexuelle de la part d'un homme racisé en France. Et c'est la même. Et proche de la FI. C'est le même mécanisme qu'avec Tariq Ramadan, au final. C'est-à-dire qu'on monte un espèce de feu de paille comme ça. Et puis, en fait, on prend jamais la peine, de s'excuser du mal qui a été fait, du mensonge proféré. Mais le mal a été fait. En fait, on peut ne pas revenir dessus, c'est pas grave. Voilà. Et du coup, moi, je trouvais que c'était un aveu de la logique à l'œuvre dans le monde médiatique et dans l'inconscient occidental pour poursuivre comme ça sa mise au pas des populations indigènes ou racisées, et qui reprend le narratif d'Israël, mais Israël est une colonie finalement blanche, quoi, une tête de pont de l'Occident. Et du coup, moi, il m'a vraiment, ce dossier, je le trouvais mais symptomatique de tout cet inconscient et de cet imaginaire-là, en fait. Et si je peux me permettre, Oui. sur l'article de Libé, les copines de nous toutes qui ont été interrogées pendant des... Ouais, mais je veux dire plus d'une heure consécutive pour aller chercher je ne sais quoi d'ailleurs, on sentait bien, et tout ce qui a été repris, en fait, n'était pas ce qui était une réalité, en tout cas. Elle a été cherchée et récupérée uniquement ce qui pouvait... Ce qui intéressait son propos. Son angle. Et ce qui me gêne, en fait, dans cet article, c'est que tout part d'un premier mensonge. Celle d'une ex de nous toutes, et ça me désole, en fait. C'est-à-dire qu'on part de nous toutes qui a fait le choix de vraiment lutter contre l'antiracisme, en tout cas d'être vraiment intersectionnel et de vraiment s'y poser et de faire alliance avec des collectifs. Tu vois, c'est pas parce que tu es nous toutes que tu vas porter le combat. Il faut aussi s'allier avec d'autres collectifs. Et c'est ce sur quoi tend nous toutes aujourd'hui. D'où l'interroga d'ailleurs. Ce qui est sûr, c'est ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est qu'en fait, cette personne, après être partie de nous toutes, a récupéré des tas de screens, etc., les a donnés. Bon, ça, c'est pas quelque chose qu'on fait entre militants déjà féministes, mais surtout, c'est pour faire ce genre de truc. Et en plus, c'est plein de sororité. Ouais, c'est clair. Et en plus, c'est plein de mensonges. Et ça assoit une instrumentalisation, justement, de nos combats, de nos luttes. Ça assoit ça donne du grain à moudre, en fait, à l'extrême droite, à la droite. Pourquoi parler que d'extrême droite, d'ailleurs, à la droite dure, qui, justement, sont anti-féministes. Ils ne sont pas féministes. À partir du moment où tu luttes pas, où tu n'es pas intersectionnel, où tu ne dis pas cesser le feu, tu ne peux pas être féministe. Tu ne peux pas concrètement, tu peux pas lutter sur les difficultés de toutes les femmes et toutes les personnes et minorités de genre. Tu peux pas. C'est pas possible. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot, parce qu'on est pressé par le temps, malheureusement. Je suis vraiment désolée, j'aurais bien aimé continuer cette... Non, mais toujours. Non, mais oui. Juste mettre ça en lien aussi avec les lois des dernières années, la loi séparatisme, etc. Parce que c'est On n'en a pas parlé, mais aussi la charte des associations. Voilà, charte des associations, machin. On discutait tout à l'heure avec d'autres camarades du milieu de la culture qui disaient que, par exemple, en Allemagne, les choses sont claires. Tu peux pas demander de subvention si tu reconnais pas Israël, quoi. C'est l'État allemand qui le demande. Et là, en France, il y a déjà des trucs un peu comme ça sur la charte des associations, le séparatisme, la charte de la laïcité, etc. Et jusqu'à quel point le sionisme va pénétrer
liberté, égalité, laïcité, islamophobie, sionisme, voilà, à quel point c'est en train de pénétrer comme impératif du nouveau narratif républicain français et comment c'est utilisé dans une perspective aussi de répression politique. Voilà, on a vu comme ça a été fait contre l'AFI, comment c'est fait maintenant contre contre la gauche dans le féminisme, et jusqu'où ils vont aller chercher comme ça aussi quiconque porte un discours qui s'oppose au narratif, à ce narratif, quoi. Je pense qu'il faut vraiment là qu'il y ait un gros réveil sur ce que ça signifie. Et c'est pour ça que j'invite vraiment à lire le communiqué là, qu'a fait la Relève féministe en réponse à Aurore Berger, parce qu'il est vraiment très bon. Il cède en rien, et s'il peut inspirer d'autres collectifs là, comme à tenir quelques mots d'ordre face à ce qui est en cours, ça pourrait être pas mal. Eh bien, je vous remercie. Merci. Ah bon Ouais, désolée. Ah, les gars, Ouais. Non, mais c'est. Aujourd'hui, on avait un défi, on avait 2 plateaux. Déjà, j'en ai tout le temps en retard. la moitié de ce que je voulais dire. C'est vrai. Eh bien, on pourra refaire une autre Voilà, émission. c'est ce que j'allais dire. Pourquoi pas réorganiser un débat de ce type Nous, on fait la ferme tous les lundis, vous êtes les bienvenus. Merci. Voilà, donc, merci beaucoup d'être venus, de nous Merci avoir Fabien, expliqué merci tout le votre monde. point de vue. Bravo les femmes. Ouais, bah.